Salut les lesbiennes, salut les alliés, bienvenue dans ce nouvel épisode de The L Road. Vous allez découvrir donc l'épisode 3, saison 1, qu'on a tourné à Jacou dans un parc, le 16 juin 2021. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Je suis Clara Camille, voilà. Donc, je suis lyonnaise de naissance et ça fait 5 ans que je suis à Montpellier. Là actuellement je suis étudiante en Master 2 Art de la scène à Paul Valéry et j'étudie surtout la mise en scène et les problématiques raciales dans le théâtre et dans les milieux du spectacle. Je travaille également dans un lieu de spectacle qui s'appelle le Domaine d'Eau depuis quelques années. À côté de ça, je suis militante afro-queer et décoloniale depuis plusieurs années. Donc au niveau plus intimiste, je me considère comme une personne lesbienne, mais aussi une personne poly et bisexuelle. J'ai remarqué très jeune, donc c'était vraiment au collège que ça a commencé à être plus visible la question des sexualités hors de la norme, hors de l'hétéronormativité, de parler de personnes lesbiennes, de personnes gays. C'était bien sûr les premiers piliers de la sexualité. Quand on est en Europe, on parle que de cela en premier et les autres on en apprend parfois plus tard, sauf si ça fait partie de notre environnement. Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le contexte social dans lequel tu as grandi et évolué jusqu'à aujourd'hui? Donc, je suis née dans une famille mixte. Donc, mon père est blanc, ma mère est racisée. Je suis française et antillaise, de Martinique et de Guadeloupe. Je ne suis pas née là-bas, je suis née en France. Seule ma mère est née là-bas. Et du coup, j'ai eu plusieurs formes de culture depuis que je suis toute petite. Ce tout début d'interview te rappelle un événement, une situation que tu as vécue et que tu souhaites évoquer. Je t'en prie. Je me rappelle d'un épisode, j'étais au collège, donc j'étais quand même jeune. J'avais des copines qui, du coup, avaient assumé leur sexualité, enfin assumé leur couple tout simplement, parce que sexualité c'est un peu plus sexualisant qu'autre chose, avaient assumé leur couple en public et c'était en tout cas le premier couple lesbien qui était un peu plus visible dans notre collège. Et il y a eu vraiment tout un flot d'incompréhension et de violence par le fait que il y avait eu une scène où elle se tenait juste par la main et qu'elle s'était embrassée dans la cour, et ça avait fait tout un quelque chose qui était vraiment très particulier. J'ai pas du tout compris en fait la pression qu'il y avait. Je regardais la scène avec vraiment... J'étais estomaquée en fait, de voir les regards changer d'un coup, de voir ces messes basses si violentes en fait. Les professeurs ont essayé de gérer l'action et je sais que ça m'a mis un stress intense. Que je suis retournée en cours, je me rappelle même, c'était un cours de maths. Et j'ai eu une crise d'angoisse à ce moment-là et c'était pratiquement l'une des premières fois que j'avais des crises d'angoisse comme ça. Et je pouvais plus du tout me retenir, j'ai commencé à chialer et du coup j'ai juste demandé à sortir. Je me suis vraiment pas sentie bien et pendant toute une semaine je me sentais très très mal alors que j'étais juste un témoin de la scène, mais un témoin proche parce que c'était mes potes quand même. Mais du coup elles l'ont pas du tout vécu de la même manière. C'était vraiment en mode révolutionnaire, on en a rien à foutre en fait. Nous on vit notre vie et puis on est en couple quoi. Enfin, voilà, et puis vos histoires, vos commentaires, on s'en balèque quoi. Du coup à la fois fallait que j'encaisse ma manière de réagir à ça et me dire que en fait que des filles peuvent assumer ça, ça se fait et c'était cool d'avoir une représentation de badass comme ça parce que c'était la première que je voyais en tout cas. Et puis à l'écran à l'époque il y avait pratiquement rien, il n'y avait pas de personnage lesbien. Est-ce que tu peux nous préciser si tu as fait ta scolarité dans des écoles privées ou publiques? Et aussi, est-ce que tu peux détailler les liens en fait entre ces événements et l'ensemble des réactions que tu as eues?
J'ai toujours été dans des écoles publiques. Là, c'était dans une petite commune majoritairement blanche, faut le dire, et puis majoritairement hétéro aussi. Voilà, il n'y avait pas trop de représentation à l'époque, même si on avait Lyon juste à côté qui était beaucoup plus gay-friendly, même si je ne le savais pas encore. Autant les figures de lesbiennes que de gays, je les connaissais pas forcément plus, que j'en avais pas beaucoup en fait, bon, à part dans les mangas ou ce genre de choses, qui étaient un peu plus ouverts sur la question. Mais du coup, le fait que ça soit mes amis qui vivent ça, j'avais très très peur en fait de partir, de voir qu'elles allaient se faire harceler, lyncher, voire tabasser, parce que clairement les propos qui avaient été tenus étaient de cet ordre-là. Puis il y avait déjà eu des personnes qui s'étaient fait taper dans notre collège, pas pour les mêmes raisons, mais pour d'autres raisons. Donc il y avait déjà une atmosphère qui faisait que on ne pouvait pas se dire ça allait passer, quoi, et puis il n'y avait pas de souci. Donc c'était plus cette peur-là, en fait, cette peur d'un acte de violence physique ou sinon d'harcèlement vraiment horrible, sachant que c'était un collège où beaucoup de personnes se faisaient harceler. Donc voilà, il y avait des choses, déjà des outils, des exemples qui étaient déjà là. Et que, à part ça, bah oui, les adultes, on voyait vraiment qu'ils étaient toujours dépassés et qu'ils essayaient de mettre des choses en place, mais ça allait toujours beaucoup plus loin. Et souvent, le directeur, il faisait rien. Donc c'est pour ça que je pense je me suis vraiment projeté plein de trucs. Je me suis vraiment fait des films d'horreur, tout simplement. Parce que bon, même si... en fait, j'avais pas d'exemple positif de personnes LGBT. Et du coup, les seules représentations LGBT dans mon entourage que j'avais pu avoir, c'était le fait que des personnes LGBT soient tuées, en fait, H24. Donc du coup, c'était pas vraiment quelque chose qui m'a mis en mode « je peux pas trop me poser de questions ». Et quand j'en ai parlé à ma famille de cette histoire-là, je me rappellerai toujours de la réaction de ma grand-mère qui m'a précisé que si tes copines prennent de la violence, en fait elles l'ont choisi parce que c'est leur problème et c'est pas le tien et t'as pas intérêt. J'étais en mode ah ouais d'accord. À ce moment-là, que je le pense ou pas, je savais pas du tout si je le pensais ou pas, mais que je le pense ou pas, j'étais en mode en fait d'une t'as pas trop envie de réfléchir vraiment à ça, là t'as pas trop envie. Et puis vu la réaction de ton entourage, je crois pas que c'est le moment de parler de ça. Et voilà. Restons posés là-dessus. Tu sais que, en tout cas, des représentations lesbiennes, LGBT, ça te perturbe pas plus que ça. Mais du coup, quand c'est dans la réalité, c'est le truc de passer de la fiction à la réalité aussi, qui est particulier. Donc c'est pour ça que c'était, je pense, ça a fait un plus gros boom dans ma vie, dans ma conscience, quand j'ai conscientisé vraiment. Que si je le connaissais vraiment en fait. Puis j'ai appris plus tard que des personnes avec qui j'ai grandi étaient LGBT. Et du coup je me suis dit en fait ils le cachaient énormément parce qu'il y a une pression des autres. Est-ce que tu as découvert ou conscientisé le terme lesbienne par l'intermédiaire de ce couple et des réactions lesbophobes? Et sinon, depuis quand et dans quel contexte as-tu découvert ce terme? Du coup, j'ai toujours connu ce mot, dans le sens où, à cause de la culture mainstream, en fait, ma mère suivait beaucoup d'artistes qui avaient fait des chansons engagées sur les questions de lesbiennes, du genre, je crois que c'est Mécano qui a fait une grande chanson là-dessus, et ma mère l'écoutait tout le temps, en fait. Ce qui est très particulier du coup avec la suite, mais du coup voilà, ça faisait partie de la culture mainstream, du répertoire français, donc c'était normal. Mais lesbienne, ce que ça veut dire, quelle est la réalité des choses, du coup non, j'ai pas eu plus d'informations. Et j'ai pas forcément cherché non plus, je savais que ça existait. Ça faisait partie en fait de la grandeur de la vie pour moi, c'était plus ça. Je sais pas si à l'époque je l'étais déjà, mais je suis vraiment du genre à me dire la vie elle est tellement large, il y a tellement de choses à découvrir que j'attends d'avoir quelqu'un qui puisse arriver dans ma vie, me parler de son vécu, plutôt que de me dire je vais apprendre plein de choses sur cette personne avant de la connaître. Je suis pas dans cette idée de je dois
m'instrumentaliser avant de connaître la personne. Même si ça peut toujours aider, ça peut toujours être intéressant de ne pas mettre le pied dans le plat sur plein de questions, plein de réactions et ce genre de choses. Mais c'est vrai que j'ai souvent été comme ça et j'adore tomber sur des personnes de façon totalement hasardeuse et me dire mais en fait t'es un puits d'informations, t'es un puits de science, t'as vécu énormément de choses qu'on a en commun, c'est juste génial. À quel moment, en fait, tu commences à te définir lesbienne, bi et poly, comme tu l'évoques en début d'interview, et quel est ton parcours sur ces sujets? J'ai pas très tôt mis des mots sur ce que je ressentais, ce que je vivais, mais très jeune, moi, depuis même la maternelle, hein, je savais que ce soit un garçon ou une fille en face de moi, il y avait quelque chose, que je pouvais être autant attirée par un garçon que par une fille, mais si c'était une fille, je l'assumais pas forcément et je me disais juste ouais en fait ça peut être juste de l'amour amical en fait, dans le sens où c'est un crush amical, comme on dit maintenant, un crush amical et voilà. Et puis plus les années passaient, ça a vraiment commencé au collège où voilà il y a toute cette question d'hormones, de représentation de plein de sexualités différentes. Et il y avait une énorme pression hétérosexuelle et une énorme pression sexualisante au collège. Du coup, c'était très particulier et j'étais face à des amis, des filles qui vivaient des trucs hard avec des gens et je me disais quand même ça me donne pas plus envie que ça. J'ai toujours à côté de ça été dans un cliché, enfin pour moi c'est un cliché parce que j'ai du mal à être sortie de cette situation-là, c'est de me dire en fait en tant que fille, déjà si t'es célibataire t'es une merde et si en plus tu trouves pas le mec que tu veux, c'est compliqué parce qu'il y avait vraiment cette pression-là et du coup pendant longtemps j'étais en recherche de la bonne personne, recherche du bon pote parce que je voulais sortir forcément avec un pote parce que je trouvais ça plus simple quand même. Du coup, c'est là où je vais arriver sur le côté aussi de la misogynoire. C'est dans le sens où au-delà du fait des questions de personnalité, de goût et tout ça, je me suis pris des claques vraiment sur la question de la différence. Parce que comme j'étais souvent la seule représentation racisée de la classe, ça mettait aussi des barrières dans la tête des gens. Et du coup, j'ai eu beaucoup de soucis par rapport à ça, parce que du coup, je me sentais plus du tout... j'avais plus du tout confiance en moi, en fait, parce que on me faisait comprendre que, suivant ma couleur de peau, en fait, j'étais pas intéressante. Et j'étais pas légitime, en fait, à être en couple. Super, genre en mode tout le monde a droit mais sauf moi, d'accord. Ouais, super. Mais du coup ça fait cogiter et puis ça aide pas. Pour s'assumer ça aide encore moins. Et du coup c'est après vraiment au lycée heureusement que j'ai soufflé. Donc c'était un peu plus cool quand même. Mais j'étais toujours encore dans des relations hétéros et que j'avais juste envie de plus découvrir en fait qu'est-ce que je voulais ressentir avec quelqu'un en fait, tout simplement, et puis qu'est-ce que ça induisait aussi en moi, et puis question, le sexe c'est quoi? Voilà, ces questions-là. Donc le lycée ça a été toute une recherche en fait de ça. Et puis, sur le coup je me suis dit non, je pense que la bisexualité me correspond mieux, mais que je voyais très bien que quand je tombais amoureux d'une fille, que j'étais attirée par une fille, c'était à des lieues de mes sensations que je pouvais avoir devant un garçon, à des lieues. Sincèrement, c'est quelque chose que j'ai plus laissé en suspens, que vu que j'ai pas eu de filles qui sont venues me voir pour me parler de ça, j'étais plus dans ça fait partie de mon intimité et je verrai. Et c'est à ce moment-là de ma vie où j'ai cru vraiment que il y avait un karma autour de moi ou je ne sais pas, mais en fait pratiquement tous mes potes ont fait leur coming out, mais pratiquement tous mes meilleurs amis ont fait leur coming out et j'étais en mode mais non, mais si, mais non. Du coup ça m'a tellement rendue tellement joyeuse en fait et du coup je les ai accompagnés et tout parce que c'était dur pour certains, leur famille n'était pas forcément toujours OP ou sinon c'était juste leur environnement qui n'était pas toujours simple et du coup on a traversé plein de choses ensemble.
Je me souviens que pendant mon parcours scolaire, il y avait une sorte de martèlement pédagogique, si je peux le dire comme ça, en termes de lutte antiraciste, lutte contre l'homophobie et en faveur d'une sorte de respect universel, quoi. Et avec le recul, je trouve que ces méthodes sont inappropriées, voire inefficaces. Et je me demandais si toi tu as vécu ce type de schéma et plus généralement, ce que tu penses du fait que ces méthodes soient imposées, figées, tu vois, et rarement issues de personnes concernées par ces réalités. Là, actuellement, je suis à ED. Je suis assistante d'éducation au collège. Et c'est pour ça que je peux faire aussi un parallèle avec les nouvelles générations. Les adultes ne veulent pas nous cacher en fait l'horreur en fait, du monde en général, mais ils cherchent toujours encore à nous protéger sur pas mal de choses. Donc ils nous donnent des outils qui sont souvent des outils verbaux parce que légalement on ne peut pas non plus décider de mettre en place des cours d'autodéfense à l'école, ce qui est très dommage. Mais au moins juste des cours d'autodéfense verbale, ça serait pas mal quand même. De se dire que je sais plus dans quel pays c'est d'Europe, mais ils ont des cours pour apprendre ce que c'est le bonheur, par exemple. Comment exprimer ce qui nous met en joie et ne pas justement subir la pression, le stress et toutes les choses violentes de la vie. Quand j'étais jeune et pratiquement dans toute ma vie, ça a été de me dire que en fait, les personnes d'autorité dans les écoles, vraiment c'est arrivé au collège, parce qu'avant j'avais aucun souci là-dessus, mais vraiment au collège avec tout ce qui est passé, je me suis dit en fait, elles sont là pour le fric ou elles sont là pour rien faire. Parce que clairement, il y a des choses qui pourraient être mises en place. Quand je dis ces personnes-là, je parle vraiment des personnes qui sont au bureau. Je ne parle pas des profs. Parce que j'ai vu des profs agir, j'ai vu des profs réagir. Et oui, l'administration n'a rien fait. Et j'ai vu qu'au lycée, j'ai eu à peu près, j'ai pu voir des formes d'harcèlement intenses sur des personnes. Et le lycée, en tout cas de mon point de vue, donc des seules informations que je pouvais avoir en tant qu'élève, n'a pas mis en place des choses qui étaient concrètes. On n'a pas mis en place des choses qui pouvaient vraiment protéger l'élève, mais plutôt protéger l'établissement. On parle souvent des écoles républicaines, de la pensée républicaine, ce genre de choses, et ça induit forcément qu'il y a une égalité de base qui est là, et qui ne laissera jamais de la place à d'autres personnes, qui ne laissera jamais de la place à des questionnements, et pas souvent en plus à une certaine forme de progrès en fait. On n'apprendra pas forcément des erreurs des autres. Et du coup, c'est ça qui est compliqué. Et c'est là-dedans qu'on laisse patauger en fait des enfants. Donc là, je suis contente d'être à Montpellier dans un collège où, malgré qu'il y a des problèmes, parce qu'on a fait que quand même une année de Covid, même s'il y a des problèmes, qu'il y a eu aussi un discours qui est vraiment de l'ordre de la médiation. Et on essaye vraiment de suivre les élèves. Et du coup, malheureusement, avec plein d'élèves, on ne peut pas suivre tout le monde. Mais il y a au moins cette question que l'outil il a été mis en place, il s'adaptera à l'élève, il s'adaptera aussi aux autres générations. Il sera toujours modulable en fait. Il ne sera pas un outil et puis on fait celui-là, quoi qu'il se passe. Ça, je trouve ça cruel en fait. Et je trouve ce genre de choses, ça s'apparente en fait à la dictature. Donc au bout d'un moment, j'en veux plus. On ne peut pas obliger les gens à respecter quelque chose en 1950 et en 2021 et espérer que ça soit toujours la même chose. Et là, voilà. Ça, c'est quelque chose qui me déplaît énormément. Donc, voilà. En début d'interview, tu t'es définie comme, entre autres, comme militante afro-queer et décoloniale. Est-ce que tu veux préciser ? En fait, c'est un effet domino de plein de discriminations que j'ai vécues depuis que je suis petite, où ça a commencé par la visibilisation des formes de sexisme, puis des mécanismes racistes, et par la suite de voir que plein de cultures et plein de personnes et de groupes de personnes différentes étaient totalement discriminées. Donc c'était très compliqué et d'être dans des milieux en fait où je ne voyais pas qu'on pouvait avoir notre place en fait. Il y avait toujours une majorité de personnes qui avaient des formes de pouvoir ou sinon des formes de privilèges et du coup de voir toujours les mêmes personnes qui parlaient d'unité et de ce genre de choses et donc ça m'a questionnée. Je me suis dit au bout d'un moment il faut que je trouve des personnes qui me ressemblent, qui vivent les mêmes choses que moi
pour pouvoir m'ouvrir à ça. Comment est-ce que tu as réagi, tu vois, lorsque tu as conscientisé les réalités que tu vivais et les problématiques qu'elles engendraient en termes de violence, notamment à ton encontre? Et par ailleurs, où as-tu cherché du coup des références concernant la misogynie noire, l'homophobie, les luttes décoloniales, antiracistes, etc. La- le discours autour du racisme, etc., c'est des discours que j'ai eu dans l'intime avec ma famille, de base. Donc j'ai pas eu de références directes. Voilà. J'ai une famille qui n'est pas forcément très littéraire. Du coup, ils n'avaient pas des grands noms de la question raciale. Voilà, on n'avait pas de Fanon à la maison. Fanon, je l'ai appris très très tard d'ailleurs et j'étais très très triste. Et même pas triste en fait, j'étais déçue, clairement déçue et énervée de me dire que voilà, je connais plein de choses sur l'histoire des Blancs et je connaissais pas Fanon jusqu'à très très tard en fait dans ma vie. Du coup, plein de choses de cet ordre-là. Je connaissais Aimé Césaire, mais sur plein d'autres questions, plus sur son histoire à la Martinique qu'autre chose. Mais voilà, la négritude, ce genre de choses, c'est des choses que j'ai appris plus tard. Les révolutionnaires femmes antillaises, j'en ai appris très très tard. Et je ne saurais même pas les citer. Enfin, c'est des choses qui font partie voilà, de cette part de lacune en fait que je me traîne et que j'ai vraiment envie de changer les choses. Et après, bon, bah, pour les questions de l'histoire de la Pride, bah, voilà, je me suis mis en tête qu'il fallait vraiment que je fasse cet effort-là maintenant. Et c'est compliqué de m'entendre dire que c'est un effort en fait. Pour moi, comme c'est des questions qui sont partagées et une histoire qui explique pourquoi aujourd'hui, voilà, il y a des mouvements qui sont battus pour nous, qu'il y a des choses qui ont été faites. On a changé des modèles de pensée, on a changé des lois exprès pour qu'on puisse vivre mieux et ne pas se faire tuer, tout simplement, parce que c'est vraiment la question de la mortalité et de la maladie qui sont les plus présentes. Ça me fait vraiment bizarre, mais après, voilà, c'est on va dire, c'est mon problème avec moi-même, quoi. C'est mon problème avec ma conscience. Mais du coup, oui, parfois, j'aimerais vraiment me démultiplier et pouvoir avoir une Clara qui travaille là-dessus, une Clara qui travaille sur la racialisation, une Clara qui travaille sur le terrain. Et donc, j'ai connu l'arrivée d'Internet petit à petit. Du coup, ça m'a fait bizarre. Donc déjà, Internet à la maison, bah voilà, je devais le partager avec ma sœur. Mais quand j'ai pu avoir un ordinateur à moi, avoir une connexion Internet un peu plus fluide, j'ai commencé à chercher des choses, surtout sur la question du sexisme, du féminisme. Et par la suite, j'ai commencé à chercher les choses sur la racialisation, mais parce que j'avais envie de briser un petit peu les tabous. Parce que j'avais l'impression que, et c'est très très dur d'avoir vécu ça, de me dire, à l'intérieur des communautés que je connaissais, donc à l'intérieur de ma famille et des personnes qui gravitaient autour de nous et qui étaient racisées, il y avait des différences qui étaient super imposantes, alors que ma sœur, qui a 10 ans de plus que moi et qui a grandi en fait dans les banlieues de Lyon, n'a pas du tout vécu ça parce qu'elle a grandi en fait avec des personnes racisées tout le temps. C'était tout à fait normal, c'était tout à fait acceptable. Et elle connaissait beaucoup plus du coup ces problématiques là. Et elle n'a pas vécu de plein fouet cette idée de racisme, d'être la seule noire de la classe, d'avoir des remarques super négligentes et dévalorisantes H24. Du coup, on avait vraiment une vision très très différente. Et moi, du coup, j'ai eu l'impression à chaque fois de pas être à ma place en fait dans la communauté, parce que j'étais là, je venais d'une commune où j'étais qu'entre des blancs. Donc j'avais l'impression d'avoir intégré une forme de blanchitude, voilà. Et dans ma manière de faire, dans les questions qu'on me posait, je pouvais pas répondre parce qu'on me posait des questions super pointues sur la culture antillaise. Et j'étais en mode, je parle pas créole, je connais pas, j'y vais en vacances. Du coup, c'était une grosse barrière pour moi. Et
Et il y avait la question de l'assimilation qui me posait beaucoup de problèmes, parce que autant des personnes blanches que des personnes racisées, dans la rue m'assimilaient à n'importe quel pays qui n'était pas le mien. Et du coup, je me disais, mais pourquoi? Et bah, en fait, j'en ai juste marre qu'on doive m'étiqueter sur un truc, parce que c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que je montre toutes les cultures que j'ai en moi sur ma gueule. Enfin, vous pouvez me laisser être moi-même en fait au bout d'un moment. Et oui, enfin, au terme du harcèlement de rue ou ce genre de choses, enfin, même dans le harcèlement de rue, on m'a posé plein de questions super intimes sur d'où je venais, en m'assimilant en fait à n'importe où. Et du coup, ça m'a mis un complexe parce que je me suis dit, putain, déjà que j'ai du mal à apprendre en fait d'où je viens, d'où viennent mes parents. En même temps, on m'assimile du coup à d'autres pays que je n'ai même pas la chance de connaître, que je connais pas du tout la culture. Et je me dis, mais si je fais une gaffe, quoi que ce soit, mais c'est eux que j'insulte en fait. Alors que j'ai pas envie d'être là-dedans et je veux pas. Et du coup, ça m'a mis aussi un complexe dans le sens où comment ça se fait que je connais pas la culture, les cultures africaines en fait? Comment ça se fait? À mon âge, comment ça se fait? Et donc voilà, ça a été vraiment un gros chapitre compliqué. C'est pour ça que j'en avais vraiment marre des personnes qui ne faisaient pas du tout partie d'un réseau personnel ou de ma sphère personnelle qui se permettaient de me poser des questions aussi pointues et qui, du coup, pour certaines, parce que là, c'était le harcèlement de rue, ça l'a fait, mais c'était aussi tout simplement aller au coiffeur et de voir que parce que je vais au coiffeur pour me faire défriser, parce qu'à l'époque, c'est totalement mon dada de me faire défriser, d'avoir ce genre de questions-là et de voir le rejet des gens en mode « Ah, tu sais pas, tu connais pas, ah d'accord, ok, bon, voilà ». C'était très dur. J'ai l'impression d'être vraiment une blague en fait. Voilà, une blague. Et du coup, je pouvais pas m'épanouir en fait. Voilà. Mais du coup, j'ai trouvé les moyens de le faire. Et sinon, je serais pas là devant vous. Et voilà, mais du coup, c'est des années de complexes et des années de questionnements et en fait, je me la ferme. Et du coup, pendant un long moment, en fait, je me suis fermée, quoi. Quand j'étais face à des gens, j'ai dit, non, en fait, je parle pas et je vais pas ouvrir le débat là-dessus parce que d'une, j'ai pas les outils pour, c'est pas mon vécu. Et voilà, moi, j'ai encore plein de choses à découvrir, je les ai pas encore découvertes. Donc, je peux pas parler à la place de personnes qui sont pas là, qui sont concernées comparé à moi, quoi. Ouais. Est-ce que tu es venu vivre à Montpellier aussi pour trouver des groupes ou des communautés bienveillantes et averties sur les sujets qui te concernent? Quand je suis partie de Lyon, de toute façon, j'en étais partie parce que je trouvais pas forcément mes marques et que les endroits où je voulais aller me semblaient beaucoup trop élitistes pour moi. Du coup, c'était un peu compliqué. Je suis partie de Lyon à 22 ans et je suis partie surtout pour suivre mon rêve, donc pour faire du théâtre. Et en arrivant à Montpellier, j'ai vu que c'est une ville super jeune, donc il y avait beaucoup d'acceptation sur plein de choses, que je suis allée dans plein de milieux différents qui n'étaient pas du tout les miens. Et parce qu'on sait qu'en fait, c'est très dur la solitude. Et que, en arrivant sur Montpellier, je connaissais personne. Vraiment, je suis vraiment revenue en mode... je connais personne, de toute façon, je suis à l'université, donc je vais quand même rencontrer des gens. Donc voilà. Mais du coup, j'ai fait mon chemin toute seule. J'ai, grâce à ça, découvert des lieux. Ici, j'ai commencé à découvrir surtout des événements. Donc j'ai pu, grâce à Internet, faut le dire, et Facebook, découvert du coup des soirées, ce genre de choses. Des spectacles, du coup, où il y avait des communautés qui venaient. Et puis, quand j'ai compris que les mêmes têtes revenaient souvent, je me suis dit, tiens, ces gens-là, je peux les suivre. Je sens qu'il y a quelque chose qui peut être partagé. Et c'est par le biais de soirées dites LGBT que j'ai pu rencontrer des personnes. Mais je ne suis pas allée dans ces soirées-là pour me faire accepter de la communauté.
parce que du coup c'est quelque chose que du coup j'avais très clairement des problèmes avec cette idée de groupe. Faire partie d'un groupe, moi c'est pas quelque chose qui me met le plus à l'aise en général. Mais je suis plus un élément qui vient, qui peut apporter quelque chose, qui peut participer à quelque chose et en sortir. J'aime bien cette liberté de pouvoir sortir d'un groupe et pas être dans un groupe pour être dans un groupe. Petit à petit, en fait, en rencontrant des personnes comme ma super pote de lutte et d'autres personnes, et rencontrer aussi les réseaux qu'ont les personnes, que j'ai pu toucher à plein de communautés différentes, mais aussi me dire que les problématiques des communautés peuvent être aussi portées sur des terrains qui ne sont pas du tout propres à ça, qui peuvent être portés aussi par des mairies, qui peuvent être portés aussi par des lieux, sans forcément que le lieu ait cette étiquette en fait. Et c'est là où c'est plus arrivé en incognito et montrer que c'est cette question de connexion entre des groupes de personnes qui est le plus important, parce que c'est celle-ci qui va perdurer et qui va amener à un questionnement chez des personnes qui ne se questionnent pas du tout. Pour l'idée de lutter contre les discriminations, c'est bien aussi d'avoir cette action-là. Et l'action de lutter et d'avoir des représentations et de trouver des groupes pour pouvoir en parler, il y a des personnes qui créent ça depuis des années. Et c'est vrai qu'en France, on a cette idée qu'à Paris, c'est le socle. Et plus on descend, plus on voit dans certaines villes que c'est pas forcément aussi facile. Et j'encourage largement les personnes qui le font dans des villes où ça n'existe pas, où c'est juste en termes d'intimité, et qui veulent dire oui aux personnes qui vivent des discriminations, tout simplement déjà qu'ils ne sont pas seuls, et que même si c'est pas visible dans l'espace public, leur place est là, quoi. Qu'ils ont le droit d'être là, de vivre quand même, et même si c'est pas visible dans la société, c'est possible de trouver des personnes qui partagent ce qu'on vit, et de voir que plein de personnes ont témoigné en fait de ça. Et c'est pour ça que je fais souvent référence à Ouvrir la voie d'Amandine Gay, mais ça a été une claque. Et ça a été tellement un bonheur de pouvoir entendre parler de ça. Et de pouvoir voir des femmes noires qui parlent de leur rapport à l'écran. On est dans un état où en fait on est toujours mis à l'écart et qu'on nous dit toujours attendez. Mais votre tour viendra, mais attendez. Et là c'est chiant. C'est la même chose pour la PMA. Les personnes racisées et la PMA, c'est encore un souci et on entend rarement parler. Et là ça commence à se mettre en avant, ce genre de choses. Parce qu'il y a des personnes qui donnent une énergie folle pour arrêter ce massacre, quoi. Et arrêter cet isolement forcé, et puis surtout cette envie de nous voir disparaître des écrans et disparaître de la vie. Parce que clairement, faut pas se leurrer, quoi. Il y a plein de personnes même dans la communauté, qui préféraient qu'on ne soit pas là. C'est les mêmes personnes qui ne nous laissent pas le choix, c'est les mêmes personnes qui ne nous laissent pas de place. Donc voilà. Normalement, il faut arrêter la silencier, quoi. C'est une réalité, quoi. Est-ce que tu peux préciser ton rapport avec le terme de communauté, s'il te plaît? C'est le mot la communauté qui me perturbe, parce que ça renvoie toujours à la question de universalisme. Et ça, c'est quelque chose qui me perturbe. C'est pour ça que je ne me considère pas d'une communauté. Je me considère de différentes communautés. Et après, je trouve que en étant déjà une personne intersectionnelle, je respecte du coup les problématiques des personnes intersectionnelles et l'intersectionnalité. Après, j'ai pas envie en fait d'être toujours assimilée à quelque chose, dans le sens où c'est des choses que je vis et j'ai pas besoin de les étiqueter pour qu'elles soient réelles en fait. Ça envoie cette façon de plus nommer certaines choses et pas d'autres, et de faciliter un discours de personnes qui sont souvent en plus du côté des oppresseurs. Du coup, c'est un peu compliqué, parce qu'on voit très bien dans les médias comment le mot communautarisme est totalement lynché et ridiculisé.
et puis brandi comme ça pour juste des questions d'isolement et d'effacement de l'histoire. Ou sinon, juste pour dire oh mon Dieu, communautaire, c'est bon, il va avoir des histoires, des problèmes. Mais par contre, si je dois parler ou analyser une situation, j'utiliserai les termes qu'il faut. Parce que c'est pour faire avancer quelque chose. Mais c'est pas en parlant à quelqu'un d'un problème communautaire que je me sens plus à l'aise en utilisant le mot communauté et communautaire. Par contre, pour sensibiliser un public qui ne connaît pas ça et qui a besoin de ces outils-là, bah oui, je vais l'utiliser parce que c'est toujours plus simple. Parce que sinon, si on parle dans des thèmes et des mots, des vocabulaires, des lexiques qui n'ont pas l'habitude de connaître, c'est très compliqué. Je le vois déjà dans mes boulots, en fait. La plupart des discours politiques ou militants que je peux avoir, les personnes sont parfois perdues. Et du coup, je passe plus de temps à expliquer les définitions qu'à dire ce que j'ai besoin de dire. Et après, en fait, je suis fatiguée. Donc, du coup, j'emmène. Bon, laisse tomber, en fait. C'est pas grave. Mais du coup, voilà, pourquoi je me vois pas d'une communauté, je me vois dans plusieurs communautés, je me vois surtout dans des réalités, voilà, de personnes concernées. Et dans des luttes, avec des alliés, du coup. En étant alliés de certaines personnes aussi. Donc voilà. Le fait que tu ne t'appropries pas le terme de communauté systématiquement, en tout cas, est-il encouragé par le fait que tu subisses des formes de violence dans ces endroits également? Tu vois, tout à l'heure, on parlait de la question est-ce qu'il y a une mise en place d'un cadre pyramidal dans l'éducation? On peut le transposer à n'importe quelle situation de la vie. Et même dans les communautés, ça peut être aussi ça. Parce que je parlais tout à l'heure de question d'invisibilisation, de dévisibilisation de personnes, de lutte. Parce que communauté et lutte, pour moi, ça serait peut-être plus lors de la lutte, tu vois. Et que là, oui, il y a des invisibilisations. Et oui, il y a des oppressions. Et oui, il y a de l'effacement aussi. Parce qu'il y a eu de l'effacement de plein de choses au niveau des archives, au niveau des noms aussi. Des noms qui ont été vraiment volontairement effacés de l'histoire en France, dans d'autres pays. Que ces schémas-là d'invisibilisation existent beaucoup trop. La communauté a plein de facettes différentes. Et que souvent, on reste sur les facettes qui nous arrangent le plus, qui sont plus popularisées, et qu'on ne parle pas des violences dans la communauté. Et du coup, ce que je disais, ça en fait partie. Et donc c'est pour ça que voilà, qu'il faut vraiment être attentif à ça. Et essayer de pas reproduire du coup ces violences qui sont tellement faciles parce que c'est un système en fait. C'est vraiment un système dans certaines choses. On prend l'exemple du coup de base, c'est une image qui me parle beaucoup. Image de la Pride, pour la Pride en tout cas, où l'artiste, alors je sais pas si c'est une image qui est récente ou qui a été réutilisée plus souvent, c'est l'image d'un iceberg et on voit que l'iceberg au niveau visible, il n'y a que des personnes assignées hommes et blancs qui sont, voilà, c'est des tout petits personnages tout, donc voilà, ils sont en mode maillot de bain et tout, lunettes de soleil, puis ils sont bien sur leur petit bout d'iceberg. Et que plus on descend, plus on voit des personnes trans, des personnes racisées, des personnes non-dites, des personnes voilà, de toute culture et différence. Et ça, c'est tellement frappant et tellement simple de représenter les formes de violence qu'il peut avoir. La Pride, la Gay Pride, du coup, c'est une représentation de ça aussi. C'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent, qu'on ne voit pas forcément aussi clairement, mais c'est quelque chose. Il y a une invisibilisation de personnes qui ont lutté, il y a une invisibilisation de personnes qui sont en train de souffrir et qu'on ne donne pas la parole si facilement et qu'on ne met pas en avant et qu'on n'inclut pas dans les cercles d'organisation. Donc là,
Voilà, du coup, il y a des associations qui mettent des choses en place, qui sont internationales ou françaises, et depuis des années. Et du coup, heureusement que ça existe. Mais dans nos réseaux, oui, aussi, faut prendre cette question vraiment à bras le corps et se dire que, en fait, est-ce que tu exclus des gens? Pose-toi la question, vraiment. Genre, pose-toi la question, parce qu'on ne sait jamais jusqu'où va la facilité. Parce qu'on a été dedans depuis le début, et puis les gens ils nous font croire que c'est banal en fait. Donc c'est ça, c'est tout simplement comme le sexisme, comme le racisme, on te dit que c'est banal. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut que tu te questionnes et que ça te fasse douter quoi. Donc voilà. J'espère que. Quand je t'écoute, clairement, les rassemblements en non-mixité ou en mixité choisie semblent prendre tout leur sens en termes de nécessité, au moins. Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'évoluer dans ce type d'espace? Quand je suis arrivée à Montpellier, j'ai rencontré du coup mon ami avec qui on a passé énormément de temps à parler de nos problématiques et à rejoindre des problématiques et à observer les problématiques chez l'autre qu'on ne connaissait pas et à comprendre du coup où étaient aussi nos limites et puis notre niveau d'apprentissage à ce niveau-là. Et de là, on s'est dit que si nous on vivait ça aussi facilement et aussi durement, par moments, de personnes qui ne nous comprenaient pas, qui n'étaient pas concernées par nos discriminations, d'autres personnes le vivaient aussi. Donc c'est pour ça qu'on a décidé à la suite de mettre en place un collectif. Et du coup, notre collectif s'appelle Persona of Color. Et c'est un collectif qui est afro-queer et décolonial pour parler vraiment des problématiques des personnes afrodescendantes dans le milieu queer qui ne sont pas visibilisées quand on est dans des milieux qui sont majoritairement mixtes ou qui sont majoritairement blancs en fait. C'est pas du tout mis en avant. On va avoir une représentation qui va être ressortie du tiroir tous les ans, mais c'est tout. Donc il y a vraiment cette question de une personne ou deux personnes. On peut les compter en fait, comme l'histoire d'être une personne racisée dans un ensemble de personnes blanches ou une personne blanche dans un ensemble de personnes racisées. Du coup, décolonial aussi, parce que on est dans un processus de se réapproprier en fait l'histoire qu'on nous a enlevée, l'histoire qu'on nous a en fait on nous a menti sur plein de choses et on le sait à différents niveaux. Et du coup, se réapproprier cette histoire-là avec un regard décolonial et profiter du savoir des peuples et des pays qui ont, eux, lutté contre l'invasion coloniale, qui ont lutté contre les armées et qui ont réussi. En Algérie, ils ont réussi. Donc voilà, c'est aussi réussir à utiliser avec les moyens que nous avons aujourd'hui, donc les témoignages, nos familles, nos vécus, notre histoire, nos recherches, trouver un moyen de prendre cette force-là, ces forces-là même, parce que vraiment, il faut que j'arrête avec l'idée d'une forme singulière, c'est ces forces-là, au pluriel, qui peuvent nous aider à tenir, parce qu'on est en étant une personne racisée, une personne LGBT, faut tenir en fait. On n'a pas le choix parce que là on est dans un climat où je suis désolée, on ne nous laisse pas le choix, on nous fait comprendre qu'on n'existe pas ou qu'on ne devrait pas exister parce qu'on ne laisse pas les mêmes choix que tout le monde. Donc c'est une question de survie. On est toujours en mode survie. Et les personnes que je peux rencontrer qui ne sont pas concernées ou qui ne sont pas forcément dans la lutte, donc qui n'ont pas cette déconstruction en fait de toutes ces problématiques-là, ne comprennent pas que oui, physiquement, je suis obligée d'avoir des moments où je suis totalement joyeuse, où je suis totalement happy de tout. Parce que si je pensais juste à ce qui arrive aux personnes afrodescendantes dans le monde, mais je serais juste en boule dans un coin et je ne voudrais pas sortir. Je ne pourrais pas. C'est une action que je ne fais pas que dire. Ça m'est arrivé. Quand en 2020, il y a eu la visibilité de la mort de George Floyd, ça nous a mis une claque hallucinante. Et
quand des personnes sont venues nous voir et m'ont demandé si je venais marcher, je leur ai dit je serai pas présente parce que c'est juste trop pour moi d'assumer ça, d'assumer que je vais aller dans un espace public qui est violent et qui, en plus, avec une atmosphère comme ça, veut notre mort. Donc c'était pas possible. De croiser un policier, c'était pas possible. J'ai eu de la chance, pendant tout le confinement, j'ai pas croisé de policier. Une seule fois. J'étais en mode... mais du coup, c'est juste impensable pour moi. Du coup, j'étais juste super fière de voir toutes les personnes qui ont eu cette force-là que j'ai pas pu avoir. Mais du coup, j'ai eu de la force dans le sens où je suis allée les soutenir d'une manière plus intime, donc dans les réseaux sociaux, et je suis allée partager des informations, je suis allée participer à des conférences sur ces questions-là aussi, pour comprendre, parce que les problèmes qu'on a avec la police ici à Montpellier, c'est pas les mêmes qu'à Paris, c'est pas les mêmes qu'à Lyon, c'est pas les mêmes qu'à Toulouse, c'est pas les mêmes qu'à Grenoble, enfin voilà, il y a plein de... C'est différent suivant la police d'ailleurs et chez les moyens qu'elle a. Mais c'est sûr qu'à Paris, je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais vécu l'expérience d'une personne racisée à Paris. Je ne peux pas du tout me projeter. Tout ce que je peux faire, c'est lutter à ma manière, avec les moyens que j'ai, les outils que j'ai, et communiquer avec les personnes qui ont envie de communiquer là-dessus pour qu'on puisse changer des choses et puis surtout dire les noms des personnes qui sont plus là à cause de tout ça, parce que c'est ça aussi. J'ai tellement de préjugés là qui viennent en tête parce que les personnes qui ont réagi suite à ça ont eu tellement de préjugés et du coup je suis là en mode mais c'est juste horrible d'entendre cette haine en fait, ou cette question d'avoir ce privilège de dire j'en ai ras-le-bol d'entendre parler des Black Lives Matter, j'en ai ras-le-bol d'entendre parler de personnes qui sont tuées, de personnes qui viennent manifester. Mais en fait, toi, tu peux en avoir ras-le-bol. Qu'est-ce qu'on doit dire ? Qu'est-ce qu'on doit dire en fait ? Si tu as la solution, tu me le dis, parce que ça fait des années que j'attends qu'on me dise qu'est-ce que je peux dire ? Qu'est-ce que je peux dire ? Moi, le ras-le-bol du racisme, je peux pas le dire en fait. Je peux pas dire j'en ai marre du racisme. C'est pas un caprice. C'est un fait, c'est une réalité. Là, la mortalité, c'est un fait, c'est une réalité. En étant cette personne que je suis, je vis ça sur plein d'autres plans. Je vis ça sur le plan du LGBT, je vis ça sur plein de plans. Cette fragile voile en fait entre la réalité et la mortalité, elle est présente tout le temps. Et je vois les personnes qui du coup vont dans ces luttes-là et ne pensent pas à la question de la mortalité. Pensent plus à la question de l'expression. C'est cool. Mais du coup, pensez-y aussi, parce que ça en fait partie et que c'est vraiment dur. C'est vraiment dur déjà de sensibiliser les gens à ça quand on voit qu'ils sont à des lieux de ça, qu'ils ne sont pas déconstruits. Mais quand on est déconstruit, ça fait partie de notre quotidien. Même si ça ne nous touche pas directement, ça fait partie de notre quotidien. Et on a tous cette conscientisation. Enfin, on devrait plutôt avoir toute cette conscientisation. Et moi-même, après des années de lutte, je dois encore déconstruire énormément de choses et je suis pas du tout apte, ni parfois même une bonne alliée sur plein de choses. C'est un éternel changement, une éternelle construction et on est toujours en recherche, en questionnement de plein de choses. Mais par contre, quand on a les outils, il faut vraiment essayer d'avancer avec eux et de pouvoir en parler au plus grand nombre pour que le plus grand nombre puisse se soulager de ça et apprendre que malheureusement ça fait partie de cette réalité. Mais du coup, il faut vraiment se protéger le plus possible, s'écouter le plus possible, qu'on soit militante ou pas. Voilà, il y a aussi la question dans la lutte, il y a aussi la dépression, qui est une chose très très présente. Et le blackout militant, qui est une chose très très présente aussi. Et du coup nous, on essaie de lutter contre ça aussi, de se dire on a des personnes qui sont non valides dans notre collectif et on essaie vraiment d'être à leur rythme, vraiment pour ne pas reproduire des schémas de violence. J'aimerais qu'on revienne sur les termes lesbienne, bi et poly que tu évoques donc en début d'interview.
Et éventuellement, est-ce que tu peux donc préciser ce qu'il signifie pour toi? Ouais. Alors, dans mon processus, j'ai eu du coup cette période hétéro où je pensais que c'était juste la seule chose qui me convenait, et puis que bon, être attirée par des filles, c'était juste en mode plus de l'amitié qu'autre chose. Par la suite, quand j'ai eu des relations avec des hommes, j'avais malheureusement toujours cette part de il me manque quelque chose en fait. Là, il me manque clairement quelque chose. Le corps de l'homme, je cherchais des choses qui ressemblaient au corps de la femme sur le corps de l'homme, donc je me disais il y a un truc, je sais pas pourquoi il y a un truc là, c'est pas normal. Et pour faire cliché, très cliché, parce qu'à chaque fois on m'a dit non mais là c'est trop cliché, franchement en fait tu l'es quoi. J'étais en mode oui, j'avais une époque en fait où je sortais qu'avec des mecs avec des cheveux longs, des métalleux. Et quand j'ai pu avoir mes premières expériences, relations, parce que l'expérience ça fait chelou, relations lesbiennes, là j'ai vu ah ouais quand même c'est ça. Mais les toutes premières que j'ai pu avoir étaient particulières, parce que du coup j'ai eu des relations avec des personnes qui ne se disaient pas lesbiennes, qui étaient dans une curiosité. Du coup elles n'avaient pas trop de passé là-dessus, et du coup c'était un petit peu là. Voilà. Je me suis rendu compte que moi je faisais tout. Moi, l'éponge qui avait l'habitude qu'on la prenne et c'est tout, tu vois. J'étais là en mode, c'est moi qui dois tout faire. C'est fatigant quand même. On dirait pas comme ça, mais c'est fatigant. Du coup, mes toutes premières, j'étais plus dans l'observation, me dire putain, attends, est-ce que je lui fais mal, est-ce qu'il se passe bien et tout, non, 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 non. Donc je stressais énormément tout le temps. Et du coup, j'en ressortais contente parce que j'avais donné du plaisir, mais je savais pas du tout, moi, où était le mien, en fait. Et souvent, voilà, c'est très basique de dire ça, mais voilà, on s'occupait pas forcément de mon corps. Du coup, mon corps, il savait pas trop comment réagir. Et du coup, au fur et à mesure, voilà, quand j'ai rencontré des personnes qui étaient très clairement lesbiennes dès le début, j'étais la mode, ah, ouf, enfin. Et du coup, voilà, j'ai pu voir comment elles avaient envie de traiter mon corps. Et parfois ça m'a plu, parfois ça m'a déplu, faut quand même le dire, ça n'a pas toujours été génial, mais j'ai pu me positionner là-dessus. Et j'ai remarqué que je l'ai tout le temps même dit, en fait, aux personnes avec qui je suis sortie, que voilà, j'ai cette dichotomie entre différents corps. Dans ma tête, c'est comme ça. Et que je vois que le corps masculin, je sais un peu comment ça fonctionne, je sais ce que ça fait, mais je sais pas qui peut me faire quoi, parce que voilà, c'est quand même aussi d'autres choix qui sortent de l'image du corps. Mais je sais qu'après tout ce qui m'était arrivé, j'avais pas envie d'être avec un corps masculin du tout. Même si la personne était adorable, même si la personne même ne se considérait pas apte à faire l'amour comme un homme. Mais je ne pouvais pas. Déjà un phallus, j'ai mis des années avant de revoir un, de vouloir en revoir un, parce que bizarrement j'en ai revu un, je voulais pas. Voilà, mais on parlera pas d'agression aujourd'hui. Mais voilà, mais du coup j'ai mis vraiment du temps à vouloir revoir un corps masculin, et aujourd'hui je me sens tellement soulagée de pouvoir être avec des corps différents, mais me dire le corps masculin ne me procure pas la même horreur qu'avant. Enfin, voilà. Même si horreur, c'est peut-être un gros mot, mais en tout cas, le même contexte qu'avant, suite à ce qui m'est arrivé. Et le corps d'une femme a toujours été, du coup, un corps qui m'a rassurée. Je pense aussi par le fait que c'est les premiers corps que j'ai vus dans ma vie, que j'ai toujours été entourée de femmes, et c'est les premiers corps que j'ai vus dans ma vie, et que je trouve aussi que la beauté de certains corps féminins ou assignés féminins est très 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 beau en fait. Et j'ai toujours rêvé faire une grande exposition de toutes les poitrines qui existent en fait. Parce que ça c'était une grosse curiosité à chaque fois, je savais mais juste le téton. Il y a tellement de tétons possibles dans le monde. C'est trop beau en plus. Voilà. Et d'autres c'est la vulve, d'autres c'est d'autres choses, c'est les courbes, c'est le dos, il y a plein de choses, c'est le rictus, c'est plein de choses. Et c'est pour ça que dans les arts, dans le théâtre et autres, je trouve que c'est génial de pouvoir montrer la réalité des faits, la réalité de ce qu'est un corps. Et voilà, être lesbienne, ça m'a aussi aidée à voir mon corps d'une manière,
à réagir avec mon corps d'une manière. Et quand je pouvais communiquer avec d'autres corps, la communication se faisait beaucoup plus simplement, je trouve. Et il y avait beaucoup plus d'importance sur ma vie parce que je me questionnais déjà dessus. Et que c'était aussi une part de moi que je n'avais pas encore... je n'avais pas eu la facilité d'aborder. Ce que je disais à mes relations surtout, c'était que voilà, j'étais arrivée à un stade, en fait, un homme, si je tombais sur un homme, cis, j'allais avoir une relation charnelle. Mais pas une relation de cœur, pas une relation de construction de quelque chose. J'avais pas envie de bâtir quelque chose avec un homme, clairement pas. Et je suis toujours dans cette optique-là, je ne veux pas bâtir quelque chose avec un homme. Ça serait quelque chose de charnel, ça peut avoir plein de choses en plus, de bonus, mais voilà. Mais une personne femme ou assignée femme, qui se considère comme femme, pardon, j'ai envie, mais cette envie, elle est toujours présente, elle n'est jamais partie. J'ai envie de pouvoir partager un bout de chemin avec elle, de construire quelque chose, que ça soit de différentes manières, qu'on puisse parler d'amour, qu'on puisse parler de même juste amitié, ou qu'on puisse parler de lutte aussi, hein, pour revenir sur les autres thèmes. Mais voilà, je me vois même toucher, mais très très loin, ce mot de couple avec une femme, mais avec un homme, non. Enfin, voilà. Et c'est pour ça que je me considère comme bisexuelle, parce que c'est juste ma sexualité qui est un peu des deux bords, mais dans ma projection personnelle, je finirai pas ma vie avec une autre personne qu'une femme. Ou sinon, je finirai ma vie seule, ce qui est bien aussi. Parce que je veux partager toutes les choses que je peux partager sur les problématiques des femmes, sur les questions des femmes, avec une femme. Je ne peux pas le faire avec une personne qui ne vit pas les choses et qui n'est pas une personne concernée par ça. Donc toutes les personnes concernées, femmes et autres, venez, parlons parlons de ça, partageons des moments comme ça. Et puis voilà. Et puis de toute façon, les questions de la sexualité, c'est totalement à côté. Mais c'est déjà ça. Sororité, forever. Et c'est là où je me suis sentie vraiment lesbienne, et c'est là où j'aime ce côté lesbien qui est en moi. C'est que ça me procure aussi tellement de bonheur de pouvoir être proche d'une personne qui comprend ce que je vis et qui a une communication corporelle, intellectuelle, de ouf, quoi. Enfin, voilà. C'est là où je trouve que c'est vraiment important. Et sur la question du toucher le couple à moitié, c'est parce que je me questionne énormément sur la polyamorie. Et du coup, j'ai bien vu que c'est quelque chose qui me correspond actuellement. Mais je me questionne encore et ça va parce que je suis tombée sur des personnes très acceptantes et voilà. Alors je peux me tromper bien sûr, mais j'ai l'impression que tu n'utilises pas volontiers le terme lesbienne. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est pas forcément un mot que j'utilise tout le temps. Pour moi, il a aussi cette aura en fait d'être un mot de lutte qui décrit un groupe de personnes, mais qui a aussi été volé, en fait, on peut dire même chippé et transformé par des personnes du coup qui sont plus de l'ordre des bourreaux, qui ne sont pas concernés et qui le brandissent pour tout et pour rien. Et donc il y a tout un amas de choses péjoratives en fait sur ce mot qui me dérange un peu. Et du coup c'est vrai que j'ai pas cette facilité de l'utiliser. Il y a d'autres mots comme Gwyn, d'autres termes qui bizarrement me vont plus. Et puis après, sinon, il faut partir très très loin et me dire oui, mais lesbienne. Il y a aussi toute cette image des séries américaines qui parlent de personnes lesbiennes, de représentation lesbienne. Et parlons de représentation, quoi, parce que j'ai grandi comme tout le monde, je pense, sauf ces personnes qui savent qu'elles sont lesbiennes depuis qu'elles sont toutes petites, qu'elles ont 3 ans. Mais sinon, toutes les autres qui se sont questionnées, on cherchait aussi une représentation. Et moi, le mot lesbienne, on me l'a toujours mis devant les yeux quand on parlait de personnes qui ne me représentaient pas du tout. Du coup,
Du coup, ouais, lesbienne, ça me fait un stop. Mais je l'assume parce que ça représente aussi le fait juste d'une femme avec une femme. Moi, ça serait plus la définition, une femme qui a une femme, ou en tout cas des personnes qui se considèrent femmes, qui aiment des personnes qui se considèrent femmes, et du coup qui sont différentes des relations binaires et des relations dites normatives, voilà, et qui ont du coup leur histoire et plein de choses qui leur appartiennent en fait, et pas juste une étiquette, et pas juste un fantasme surtout aussi, parce que bon, on n'en a pas parlé, mais voilà. Bon Dieu de merde que ça fait chier d'avoir ça, mais oui, du coup cette image là, et c'est compliqué, ça a été compliqué pour moi de me dire lesbienne parce que autant, comme j'en ai parlé au début, il y avait une certaine forme de rejet de ma personne quand j'essayais d'être juste hétéro. Alors je m'imaginais lesbienne, c'est pas possible, et surtout que mes premières expériences où je suis partie à Paris, où je me disais wouh, je vais à Paris, c'est bon, ça va aller, il n'y a pas de souci et tout, en fait je suis pas du tout allée dans les bons endroits parce que je me suis sentie mais seule, encore pire qu'à Lyon. C'est hallucinant. Je n'avais pas du tout l'impression d'avoir ma place. Je voyais que facilement il y avait des choses qui se faisaient pour des personnes et pas pour d'autres, et je me suis dit non mais c'est dingue. Au-delà du fait d'avoir des échanges avec des gens qui sont chelous, hein. On est d'accord, comme dans tous les milieux et tous les bars sexualisants, il y a toujours des échanges chelous avec les gens. Mais ouais, de me dire, ah ouais d'accord, ok, j'avais pas du tout la facilité que je pensais de pouvoir rencontrer des gens et être ouverte à des gens, et puis draguer des gens. Non, c'est pas possible du tout. Donc d'une, sur le terrain, c'était compliqué, et en termes de représentation, c'était compliqué. Et j'ai attendu très très longtemps avant de voir une femme noire lesbienne à l'écran. Donc honnêtement, j'ai pas eu cette facilité-là de me dire je suis lesbienne, je vais l'assumer, et puis tout va bien se passer en fait. Pour moi, c'était pas simple, c'était super compliqué. Donc voilà. Mais après, j'ai jamais menti aux personnes avec qui j'ai relationné qui n'étaient pas femmes, dans le sens où je me suis toujours posé cette question-là. C'était toujours assez clair pour moi, et puis j'ai toujours eu des attirances pour des femmes. Sans que ça aille très loin, c'est juste en mode cette personne-là, franchement, quand elle est là, je suis super contente, et puis voilà, elle me remplit de joie, et puis franchement, oui. Si un jour elle me dit viens, il se passe quelque chose, je verrai ce qui se passe, puis voilà. Mais voilà. Donc si voilà pourquoi ce mot ouais. me marque, ouais. Mais du coup n'est pas aussi facile à sortir. Parce que du coup, si j'ai compris, c'est d'un côté le fait qu'il soit très connoté et de manière péjorative, oui. Et de l'autre côté, l'absence d'imaginaire et de représentation. C'est ça. En tout cas, dans notre société européano-centrée, c'est compliqué parce que déjà qu'on a un problème pour pouvoir vraiment ouvrir le regard sur les femmes et l'ensemble des choses qu'elles ont fait depuis des siècles. Alors quand il faut le faire pour toutes les différentes groupes de femmes, là, il y en a plein qui passent à la trappe et qui ne sont jamais représentés. Donc comment on peut vraiment s'y accrocher? Parce que oui, j'ai eu une éducation où j'ai appris la plupart des choses sur plein de personnes blanches, plein de grands noms de personnes blanches, mais au bout d'un moment, pour des trucs aussi intimes, je peux pas me dire parce que je sais pas, j'ai même pas un nom qui vient là, parce que je ne sais pas quelle reine ou déesse ou je ne sais quoi, ou guerrière avait des relations lesbiennes, je peux m'identifier à ça. Non, non, j'ai besoin de plus, je suis désolée, j'ai besoin qu'elle me ressemble en fait. C'est tout, ça sera beaucoup plus simple pour moi, ça sera beaucoup plus simple à vivre au quotidien, de me dire ouais. Merci Rebecca Chaillon d'exister. Merci Augustine d'exister, quoi. J'ai besoin de ces représentations. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais oui, voilà. Et puis non, c'est chiant de voir que des représentations uniques dans le milieu. Déjà on voit des groupes de personnes qui se ressemblent.
peut-être envie de voir aussi, mais en fait la diversité elle est où quoi. Voilà. Parfois il y a vraiment des plafonds de verre et il y en a marre. Donc c'est compliqué. Donc voilà, heureusement que Rafiki est arrivé dans nos vies, ce magnifique film. Voilà, pour voir enfin un couple lesbien racisé sur scène. Enfin sur toile. Bref. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les mois à venir? Souhaiter beaucoup d'écoute à toutes les personnes qui vont voir ceci, aux personnes que tu vas rencontrer. Vraiment souhaiter beaucoup d'écoute, d'attention, d'être compris, surtout, pouvoir s'exprimer aussi. Parce que ces moments-là, ils sont vraiment précieux. et de pouvoir trouver des gens qui prennent le temps d'aborder ces sujets-là et de s'adapter. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose avant de clore cette interview? Ça qui est importante pour moi, c'est que quand je parle des représentations, essayez vraiment d'être le plus curieux possible et le plus ouvert possible dans tous vos milieux. Et là, je fais pas de la pub, mais là, du coup, en étant drag king, j'ai été la première drag king racisée de Montpellier. C'est pas rien. Mais on le dit pas, bizarrement. Donc voilà, je le suis. Et j'ai lancé du coup un groupe de parole pour que des personnes racisées drag king puissent échanger sur leur expression, sur leur questionnement, et puis sur leur rapport à la scène, dans tout type de milieu. Donc du coup, voilà, j'espère qu'il y a des personnes qui font ça ailleurs, qui ont envie de le faire, et qui pourront créer des liens, venir créer des liens avec nous à Montpellier aussi. Voilà. Parce que c'est des questions de représentation qui sont vraiment utiles. Et surtout quand on est féministe, enfin afro-féministe, lesbienne, etc. C'est super important de montrer que oui, notre façon de voir le monde, de voir la lutte LGBTQIAP+, c'est pas forcément la même. Vu qu'on parlait d'intersectionnalité au début. Ou un groupe, ou j'en sais rien, comment te contacter en fait, parce que tu ouvres cette petite fenêtre et je me dis, il y en a peut-être qui veulent la pousser davantage. Oui. Comment te contacter, ne serait-ce que ça ou... Alors du coup, le groupe est sur Facebook, ça s'appelle Drag King Noir, enchanté. Et du coup, on peut me contacter sur mon compte Instagram de Drag King, qui est Sliders, comme la série, la super série des années 90 que je love énormément. Donc Sliders, Dragmen, Clark, Ken. Et il y a du coup le tiret du 8 entre chaque mot. D'accord. Voilà. Merci. De rien. Merci à toi.